C'est bon. Bonjour Jade. Bonjour Cyril. Comment vas-tu? Bien, bien, et toi? Bonne semaine? Oui, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal, écoute. D'accord. Ça fait du bien. À part le froid mordant, mais plutôt pas mal. Oh non, quand même, c'est cool aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, c'est- mais on les est- variations sont intenses. Non, hein. mais c'est une journée d'été là. Faut dire les choses comme ça. C'est une journée d'été. Jade, aujourd'hui, tiens, 1er février. 1er hein, février. Quand même. Il faut marquer le coup, 1er février. Et on va parler. Ça va nous changer. Non, pourquoi tu me regardes comme ça? Non, mais continue ta phrase. Non, non, on est plutôt très. On commence le mois tranquillement là. C'est le mois de l'histoire des Noirs. Ouais, Et j'ai décidé que nous allions sortir des controverses ok. et des Pourquoi? débats. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai Non, un et puis- producteur. pourquoi? D'ailleurs, non, attends. Et puis, personne n'a jamais dit. J'ai un producteur qui se plaint énormément Qui depuis était quelques mois. Chaque fois que j'envoie un sujet à Cyril, 1 ou 2 jours avant l'émission, sa réponse générale, c'est « Tu vas encore nous créer des problèmes. Non, non, non. » Donc pour le mois de l'histoire du Nord, je me suis dit « Pas de problème. Mais c'est Jade. » C'est toujours Jade. C'est Jade, ok. Donc, débat en société, aujourd'hui, on va parler d'afrofuturisme. On va parler d'afrofuturisme parce qu'on a décidé, donc en studio, toi et moi, de commencer une série pour le mois de l'histoire des Noirs qui serait surtout consacrée aux concepts, créations, mouvements qui ont été créés par les mouvements afrocentrés, par le militantisme aussi, par la diaspora. Donc un peu se pencher plus sur ce qu'on crée plutôt que de regarder ce qu'on nous fait subir. Si, puisque tu t'es mis à parler aux auditeurs de choses de notre cuisine interne, en disant que je dis toujours, quand tu m'as envoyé afrofuturisme, Oui. j'ai dit, ah ok, on va parler du futur des afros. Oui, c'est plutôt pas mal, c'est la Et déconstruction. J'étais, voilà, ça, mais en même temps, c'est ça et pas ça du tout. C'est Ou du moins, pas tout à une fait. des idées principales de l'afrofuturisme, en Ok, effet. ok. Donc- Mais sinon, c'est quoi? Alors l'afrofuturisme, c'est avant tout un mouvement qui est surtout né dans le milieu artistique et littéraire et qui fait surtout référence au domaine science-fiction et fantasy. Je m'explique, l'afrofuturisme, c'est une manière d'envisager le futur via l'expérience noire. Donc via l'expérience spécifique en prenant en compte l'histoire des populations noires, donc en prenant en compte non seulement l'esclavage, la ségrégation, les diasporas, etc., mais également en prenant en compte l'état actuel, donc c'est-à-dire les inégalités raciales, les injustices sociales, et utiliser donc ce background pour imaginer un futur. Donc je te sens un peu perdu Cyril, donc on va un petit peu déconstruire. Le terme afrofuturisme a été popularisé, le terme tel qu'on le connaît, en 1994 par un critique culturel du nom de Marc Derry. Paradoxalement, c'était un homme blanc qui a inventé ce terme. Ok. Et en fait, c'est un critique qui a fait un essai, un papier, sur notamment la science-fiction, en disant où se trouvent les Noirs dans la science-fiction. Et en fait, ce qui est très intéressant dans cet essai, c'est qu'il interroge en disant, est-ce qu'une communauté qui a été systématiquement privée de son passé et qui se voit constamment invisibilisée, notamment dans son présent, peut avoir un futur, ou même peut s'imaginer dans le futur. Donc à partir de là, il a lancé cette idée, mais même si le terme est né en 1994, on constate qu'il y a des artistes ou des pionniers qu'on peut ramener au mouvement afrofuturiste bien avant 1994. C'est-à-dire bien avant que le nom n'existe. Bien en avant fait. que le nom Mhm. existe, bien avant que Marc Derry se demande mais où sont les Noirs dans la science-fiction et la fantasy, puisque ce qu'il avait remarqué, surtout par rapport aux films, en fait, c'est que dans les films de science-fiction, il n'y a que 8% où on peut retrouver un personnage racisé. Donc, dans ces 8% de films, il y a que encore moins de films où le personnage principal est noir. Et en fait, la grande majorité de ces films, le personnage est Will Smith. Donc, à part Blade Runner, donc vous aviez Blade Runner, Wesley Snipes. Wesley Ouais. Snipes. Mhm. La grande majorité des films de fantasy ou de science-fiction où on place un homme noir, ça va être Will Smith, par exemple, Men in Black, pour avoir une bonne idée. Donc il se dit, bon, comment se fait-il que sur tous ces films qui sont créés, on ait si peu de personnages Est-ce que je peux racisés? citer Samuel L. Jackson? Oui, et aussi, et notamment, on peut également citer Matrix, qui a Oui, été un peu. avec Lawrence, Mais ce qui est ouais. intéressant dans Matrix, c'est que ce n'est pas traité en soi, le fait que ce soit un homme noir, ce n'est pas pris en compte. Donc, il y en a qui disent, bon, ok, il est là, mais ça, c'est pas vraiment en lien avec l'afrofuturisme. Bon, il peut y avoir débat. Donc, il y a cette question qui est posée, mais quand on regarde, bien avant l'invention de ce terme, on avait des artistes, notamment dans la musique, c'est là où il y a le plus d'exemples, qui
été des pionniers dans le mouvement afrofuturiste, notamment le musicien de jazz Sun Ra, donc, qui est un musicien de jazz qui avait notamment créé ce personnage de scène où il incarnait, en fait, il se présentait comme étant un alien venant de Saturne et venu sur Terre pour sauver l'humanité à travers la musique. Et ce qui est vraiment très intéressant, parce que c'est une idée qu'on retrouve souvent dans l'afrofuturisme, c'est d'envisager l'expérience noire comme l'expérience de l'alien comme symbole. C'est-à-dire cette idée que cet étranger que finalement on prend et qu'on emmène sur Terre, parfois même de force, qui se retrouve donc sur Terre, en fait, dans un milieu où l'humanité où il est l'autre incarné, où finalement on le traite comme l'étranger. C'est devenu cette espèce de symbole. Finalement, est-ce que l'expérience noire ne peut pas être un peu interprétée comme l'alien de l'humanité? Donc il va utiliser, il va utiliser donc ce symbole pour voir comment on peut réinterpréter finalement l'expérience noire, mais il va pas être le seul. Il y a d'autres artistes, notamment Dr. Dre, qui va se lancer également là-dedans, qui fait des morceaux très connus comme Let Me Ride. Et ce qui est très intéressant, c'est que lui, c'est beaucoup plus politique. Donc notamment, il y a des titres où il va interroger comment les futures générations vont réussir à être des êtres humains sans que ce qu'il appelle le Negro symptôme les freine. Donc il y a vraiment une interprétation on essaye d'imaginer le futur des générations, mais en prenant en compte quand même les inégalités raciales de nos jours. De nos jours, l'artiste qui est la plus représentative du mouvement afrofuturiste, c'est Janelle Monáe, qui est vraiment le symbole de ce mouvement. Oui. Notamment parce que ces derniers opus où même la couverture, elle est un robot avec plusieurs assemblages technologiques. En fait, l'histoire derrière ces morceaux de musique, c'est qu'elle joue un robot, donc elle est un androïde en fuite qui tombe amoureux d'un être humain. Et en fait, là, ce qui est très intéressant, c'est que Janelle Monáe utilise, donc on avait vu avec Sun Ra, il va utiliser le symbole de l'alien. Janelle Monáe, elle va utiliser le symbole du robot, de l'androïde, comme étant le futur noir, en fait, de l'humanité, c'est-à-dire ces objets que l'on va créer, que l'on pourra acheter, échanger, faire tout ce qu'on veut avec. Et notamment, de nos jours, il y a des robots sexuels qui ont déjà été même peut-être pas commercialisés, mais en tout cas qui existent. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin de la commercialisation. Et donc, elle joue ce robot qui tente non seulement de fuir et donc de prendre une agentivité, donc de faire reconnaître ses droits, mais aussi de mener la révolution des autres androïdes, des autres robots. Et donc, à travers notamment la danse, à travers le symbole de l'alien, à travers le symbole du robot, on a Janelle Monáe qui finalement interroge sur comment on peut envisager l'expérience des populations noires dans le passé, mais également de nos jours, et qu'est-ce que cela finalement représenterait, cette idée d'androïde, de robot, qui seraient les futurs esclaves de l'humanité. Donc tout ça, en fait, ça montre... Et ça reste très politique. Et ça reste très politique. Janelle Monáe est vraiment très politique. Quand on voit elle a écrit les 10 commandements du robot. Puis c'est des commandements qui, lorsqu'on le lit, c'est clairement des critiques politiques sur la place du noir dans l'humanité. Donc c'est un des exemples de ce que fait l'afrofuturisme dans la musique. Dans les livres, vous avez notamment l'auteur Octavia Butler, très connue, qui est pionnière aussi du mouvement afrofuturiste. Ce qui est intéressant, c'est que Butler, tous ses romans mettent surtout en avant un personnage noir. Grande majorité, c'est une femme noire. Moi, tous ceux que je connais d'Octavia Butler, c'est une femme noire. Donc, c'est soit des romans fantasy, soit des romans de science-fiction. Donc, elle prend le folklore de certains, par exemple, caribéens, ou encore, elle s'interroge sur le passé esclavage. Il y a un roman qui s'appelle Kindred, où c'est une femme noire qui se retrouve à faire des sauts dans le passé. Et en fait, elle ne le contrôle pas. Tout d'un coup, un jour, elle disparaît, elle réapparaît dans le passé, mais c'est une femme noire, et lorsqu'elle réapparaît dans le passé, c'est au moment de l'esclavage. Et c'est très intéressant parce que du coup, ça interroge aussi, souvent on a cette question, si vous pouviez retourner dans le passé, où est-ce que vous iriez? Oui, mais si vous êtes noir, c'est peut-être pas forcément le voyage de vos rêves, de retourner dans le... Exactement. Et c'est très intéressant qu'elle utilise, du coup, disait, si c'était une femme noire qui se retrouvait à devoir voyager dans le passé, il y aurait des risques. Elle se retrouve dans la période esclavagiste. Elle a également le livre Parable, qui est une communauté dans un monde post-apocalyptique. Donc, il y a eu des problèmes d'eau, problèmes par rapport au nucléaire. Donc, en fait, c'est vraiment la Terre telle qu'on est, mais avec tous les problèmes qui ont explosé, c'est post-apocalyptique. Donc, on a une communauté qui essaye de survivre. Et on a cette femme noire au sein de cette communauté qui décide donc d'aller mener son propre mouvement de libération. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'elle va jouer avec cette vision post-apocalyptique en montrant et en interrogeant finalement, si on regarde
dans certaines communautés ou dans certains coins du monde, notamment lorsqu'il y a des cyclones, notamment donc dans les pays du Sud quand il y a des grosses catastrophes naturelles. Ce sont des communautés qui connaissent déjà ce que nous on considère comme une possible futur post-apocalyptique. Et ce sont des communautés qui survivent à ce qu'on pourrait considérer finalement comme une apocalypse. Donc, ce qu'elle interroge en disant, bah, regardez, de nos jours, on a déjà des communautés qui survivent et on devrait regarder de ce côté-là de quelle manière elles survivent et qu'est-ce qu'elles mettent en avant. Donc, tout ça, c'est ce qui permet d'utiliser en fait l'imagination pour interroger au niveau de notre position, mais également s'imaginer le futur. On a d'autres auteurs comme Nnedi Okorafor, que j'adore également, notamment sa série Binti, qui est dans un futur très lointain. Là, l'humanité s'est installée sur différentes planètes, donc on a traversé les espaces, et elle montre comment certaines communautés qui sont d'anciens descendants de l'Afrique en France a un impact sur la manière dont ils ont colonisé, et dans l'impact également dans la manière dont ils sont traités sur les autres planètes. Donc c'est aussi très intéressant de voir si on voyageait, est-ce que le fait d'être noir, en quoi ça va avoir un impact sur la manière dont on va pouvoir s'installer sur d'autres planètes. On embarque tout notre héritage culturel. Exactement, en fait, on embarque notre héritage. Et c'est aussi une manière de faire une critique sur la science-fiction et la fantasy qui souvent, lorsqu'on regarde dans le futur, tout d'un coup, soit la race n'existe plus, soit c'est plus un problème. Ou alors les gens sont devenus jaunes, bleus, roses, et puis ça a l'air de poser un problème. Mais comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé avec les populations noires? C'est aussi une manière d'interroger. Et c'est aussi une manière finalement de pointer du doigt quelles sont nos default imaginations du futur. Parce qu'on se rend compte que si on vous dit comment vous imaginez la Terre dans 200 ans, on a des barrières en fait à notre imagination qui nous obligent à nous dire mais pourquoi systématiquement on imagine un futur où tout d'un coup tout le monde est blanc, tout le monde est jaune-bleu, puis les personnes noires n'existent plus, ou alors tout le monde est aux États-Unis et on a l'impression que l'Afrique a disparu du futur, etc. Donc dans les films, l'exemple le plus parfait c'est Black Panther qui va bientôt sortir. Oh. Je précise que j'ai mon billet pour le vendredi. Ah mais oui, il y a vendredi 16, il va y avoir Black Panther événement et chill. Il faut que tu ailles chercher le tien. J'ai mon billet, je compte m'habiller en mode il faut mettre en avant ces Black Panther. Je vais y aller rien que pour prendre la photo de Jade et puis on va la publier parce que là. Donc Black Panther. Non, dis-nous, parlons de ta tenue un peu. Non, je vais pas gâcher la surprise. Mais Black Panther, c'est donc le film qui est le plus symbolique de l'afrofuturisme. Pourquoi? Parce que dans Black Panther, on va suivre le roi T'Challa, qui n'est pas simplement, en fait, qui c'est pas simplement un super-héros, c'est aussi un roi, c'est aussi un leader religieux. Et c'est le roi de Wakanda. Et ce qui est très intéressant dans Black Panther, c'est que Wakanda, c'est imaginé comme cette zone dans le continent africain qui n'aurait jamais été colonisée par l'Europe, par les Blancs. C'est une zone qui est dans l'univers Marvel comme étant la plus avancée en matière de technologie humaine, parce que les débris d'une météorite, et ils ont utilisé cette technologie pour se rendre invisible au reste du monde. Donc c'est une zone que personne ne connaît, à part bien sûr les ressortissants de Wakanda. C'est ce qui a permis d'avoir le bouclier de Captain America, c'est pour les fans qui connaissent Marvel, enfin bref. Et donc, du coup, c'est cet univers qu'on a imaginé que qu'est-ce qui se serait passé si l'Afrique n'avait jamais été colonisée? Qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait jamais forcé cette population à quitter le territoire et aller être esclavage? Et donc, on a cet imaginaire, cette zone non touchée par la colonisation qui donc est dans le futur, très avancée, mais qui est largement ancrée dans les traditions. Quand vous regardez la bande-annonce, ça saute aux yeux, largement ancrée dans les traditions du continent africain. Donc, c'est un film qui donne à voir et qui permet de se dire, que serait devenue l'humanité, que serait devenu le continent africain si l'Europe était restée chez eux. Et ce qui est très intéressant, enfin, une fois qu'on est rentré dans... Là, comme je t'ai dit, c'est un mouvement qui est surtout parti des arts. Ce qui est très intéressant ces derniers temps, c'est qu'on se rend compte que c'est un mouvement qui est de plus en plus en train d'être aussi utilisé dans l'activisme et le militantisme. Pourquoi? On a notamment Angela Okuntala qui a fait une très bonne vidéo TED Talk, que je mettrai bien sûr en lien, qui dit, en gros, lorsque on demande à quelqu'un, imaginez votre survie, à pile la population qui justement est constamment en train de se battre pour survivre, si on leur dit imaginez votre futur, en soi c'est un acte radical parce que ça part du principe que vous avez survécu. Ça part du principe que la population continue de survivre malgré toutes les discriminations, malgré les tueries, etc. Donc en soi c'est un acte radical, mais en plus c'est utilisé finalement comme un outil thérapeutique par les militants et les activistes parce qu'on leur dit imaginez
qu'on atteigne ce pourquoi vous vous battez. Et donc, quel type de société cela donnerait? Et en fait, on s'est rendu compte que ça permettait non seulement aux militants d'avoir une vision vers laquelle travailler et donc avoir l'impression que, ok, il se pourrait que je ne sois pas en vie le jour où on soit dans une société qui a enfin aboli les prisons, où on a enfin renversé le capitalisme. Mais si je dois imaginer ce que ça donnerait, ça me permet en fait de passer outre le fait que peut-être non seulement j'en serais pas témoin, mais aussi ça me donne quelque chose de concret vers lequel travailler. Plutôt que ce soit juste du symbolisme, voilà ce que j'imagine comme société. Et surtout, elle démontre comment ça fonctionne sur le principe de l'auto-réalisation. Je m'explique. On s'est rendu compte que parfois, ce qu'on imaginait, notamment dans les films comme Le Futur, finissait par avoir un impact sur la manière dont on développait nos technologies. Par exemple, dans les années 90, dans les années 90, il y avait, ou plutôt 80, il y avait toutes ces séries ou ces films, par exemple Star Trek, où on voyait les personnages parler à leur montre. Ils parlaient à leur montre, la montre répondait et donnait. Et puis, de nos jours, on a eu cette technologie. Exactement. Et de nos jours, on a eu cette technologie. On a des entreprises comme Apple, par exemple, qui se sont lancées dans cette idée de réaliser ces fameuses montres auxquelles on parle. Pas parce que c'était en soi particulièrement, j'imagine, intéressant, parce que techniquement, plus personne n'utilise vraiment de montre, en fait. Mais vraiment parce qu'il y avait cette idée, on s'est toujours imaginé qu'à un moment donné, on parlerait au monde. Donc, finalement, ça devrait plaire aux gens d'enfin avoir cet objet avec... Exactement. Donc, c'est une espèce de prédiction auto-réalisation. Et donc, elle démontre comment, si on se plaît à imaginer notre futur sans prison, ça nous forcerait du coup à imaginer un autre mode de société, un autre mode de s'organiser et de travailler vers ce mode-là. Parce que ça nous oblige à nous dire, ok, rien n'est ancré dans la pierre, on peut changer. Mais si on veut changer, il faut qu'on propose quelque chose d'autre. On ne doit pas juste se battre contre l'abolition des prisons, par exemple, on doit se battre en ayant en tête un plan alternatif qui plaira et qui fonctionnera à la société. Et donc, on a le milieu militant activiste qui s'est dit, ok, on va utiliser l'afrofuturisme, on va se dire, qu'est-ce que ça donnerait la société si on atteignait, par exemple, la fin des discriminations? Ou si on n'avait plus de police, qu'est-ce qu'on aurait comme société? Et on va travailler vers ce mouvement-là. Et peut-être qu'à force de se projeter, ça va avoir un impact d'auto-réalisation. Donc, c'est vraiment très intéressant. D'autant que l'afrofuturisme, c'est aussi mettre en avant finalement les coins du monde qui fonctionnent vers ce fameux futur et développement technologique, développement scientifique et qui sont souvent invisibilisés parce qu'on ne s'imagine pas que la technologie et le futur puissent venir d'autre part que l'Occident. Or, ça s'est déjà démontré, par exemple, le fait de payer par SMS, le texte-message qui a donné Interact, etc. On ne le dit pas assez, mais ça vient de Kenya. C'est le Kenya qui a inventé parce que c'était là-bas qu'ils en avaient besoin et cette technologie s'est répandue dans le monde entier. Mais c'est vrai que lorsqu'on pense technologie du futur, on ne pense pas Kenya. Et on pense Silicon Valley. De même, par exemple, ça ne se fait pas forcément, mais le Bangladesh ou l'Éthiopie, ils ont un programme de space programme, un programme pour aller dans l'espace. Et souvent, les gens se disent, mais pourquoi ils ont alors que ce sont des territoires pauvres? Alors que la réponse, c'est non. Justement, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, en dépit, ils se projettent et ils utilisent l'imagination comme étincelle de futur. Donc, pour conclure, l'afrofuturisme est vraiment un mouvement très intéressant. Si jamais vous avez plus d'intérêt, je mettrai tout un tas de liens d'articles. J'ai également un livre qui est probablement une des rares ressources pour le moment éditées sur l'afrofuturisme, qui est de Itasha Uoma, qui a fait pas mal de vidéos YouTube. Je mettrai également le lien. On le trouve dans la plupart des librairies, notamment, moi je l'ai acheté à Le Guélion, qui est une librairie féministe à Montréal. Donc c'est vraiment un livre très intéressant si vous voulez commencer en fait à vous renseigner sur l'afrofuturisme, surtout que ça permet de rencontrer, elle donne énormément d'artistes, d'activistes, de musiciens, etc. Donc ça permet de commencer à débroussailler un peu le sujet. Et c'est aussi très intéressant si vous voulez l'utiliser pour aller plus loin dans le militantisme. Et bien sûr, je vous donne tous et toutes rendez-vous pour voir Black Panther parce que faut soutenir. Allons voir la tenue de Jade. Allons voir la tenue de Jade. Merci Jade. Mais, donc c'est un mouvement en essor. Oui. Ok. Qui est surtout, qui comme j'ai dit, date des années 90 pour le terme, mais qui est de plus en plus, qui commence de plus en plus à s'étendre en fait. Avant, c'était vraiment lié à la communauté science-fiction fantasy, donc c'était vraiment micro, c'était vraiment un subgenre, mais de geek, etc. Mais de plus en plus, à force que ça s'étende et ça atteigne plusieurs types d'art, et finalement même qu'on en parle comme un moyen d'utiliser pour atteindre une certaine égalité de justice sociale, voilà, ça s'ouvre de plus en plus et de plus en plus connu. Mais pour le moment, en fait, c'est surtout les ressources sont surtout en anglais. J'ai pas trouvé énormément de ressources en français. Il y en a, mais j'en ai pas trouvé énormément qui soient vraiment développées. Mais je pense que ça va de plus. En plus, avec Black Panther, qui est déjà le film qui aura vendu le plus de tickets en pré-vente. Attendez, j'ai déjà mon ticket. Et est-ce que tu as vu la première
Tapis rouge. Le tapis rouge, ouais, j'ai vu le tapis rouge, là, les tenues sont... À partir de là... Non, non, voilà. C'est quoi, Monae, c'est ça ta tenue? C'est une obsession. À bientôt, Zine. Merci, Jade, à la semaine prochaine.